18-20 France Culture, l'émission. Il est 18h30, tout de suite, le grain à moudre, programme du débat de ce soir avec Julie Clarini et Brice Couturier. Ce thème, le multiculturalisme, s'imposera-t-il comme le modèle politique du XXIe siècle? Brice Couturier. Oui, un face-à-face comme on les aime, quand on a affaire à deux fortes personnalités tenant de deux points de vue radicalement opposés. Nous opposerons aujourd'hui ce soir Esther Benbassa, directrice d'études à l'école pratique des hautes études, qui défendra donc le multiculturalisme, à Mathieu Bock-Côté, un jeune intellectuel québécois qui nous fait l'amitié de venir dans nos studios ce soir. C'est du grain à moudre. Peut-on comparer les deux affaires? En France, le mois dernier, une doctorante de l'université de Toulouse a été licenciée de son poste d'allocataire de recherche parce qu'elle portait le voile. Son statut a été assimilé à celui des agents publics qui, conformément à la loi, ne doivent pas afficher leurs opinions politiques ou religieuses. Au Canada, changement d'horizon. La Cour suprême a autorisé le port du kirpan à l'école, cette dague de cérémonie dont les Sikhs souhaitent ne pas se séparer. Depuis 2006, le kirpan pénètre donc dans les écoles canadiennes, à condition d'être placé dans un étui de bois, sage précaution. Alors peut-on imaginer deux histoires illustrant de manière plus exemplaire le fossé qui sépare France et Canada sur la question du multiculturalisme? Les deux pays occupent des positions extrêmes quant à la façon d'articuler l'universel et le particulier. Le discours français, même si la pratique est plus ambiguë, continue de se fonder sur un principe de stricte indifférenciation des citoyens, sur la non-reconnaissance des différences. Les Canadiens, eux, ont renoncé depuis les années 70 à ce point de vue assimilationniste fort. Quand notre tradition politique ici voit l'égalité risquant à chaque instant d'être contredite par l'exacerbation des revendications identitaires, ils essaient, eux, les Canadiens, inspirés par la théorie du multiculturalisme, de penser ensemble égalité et liberté. Ils font le pari d'une possible compatibilité entre l'égalité des conditions et la liberté de ne pas renier son identité ethnoculturelle. À ce titre, le rapport Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables et la qualité du débat qu'il a suscité a été une étape importante dans la quête d'un vivre ensemble harmonieux. En France, personne ou presque n'ose se réclamer du modèle canadien, même si l'expression politique de la diversité sert bien souvent de cache-sexe, pour ne pas employer le mot honni de multiculturalisme. C'est sans doute ce que nous dira dans un instant Esther Benbassa dans ce débat à front renversé, il faut bien le dire, puisque nous organisons ce soir entre Esther Benbassa et un intellectuel québécois qui se réclame, lui, au contraire, du modèle républicain français qu'il nous enjoint de ne pas abandonner. Alors je disais, Esther Benbassa, vous êtes historienne, vous êtes directrice d'études à l'école pratique des hautes études, vous êtes co-auteur avec Jean-Christophe Attias chez Larousse du dictionnaire des mondes juifs, et donc vous défendrez ici le multiculturalisme. De l'autre côté de la table, Mathieu Bock-Côté, sociologue, collaborateur à l'Action nationale, qui est une revue québécoise, souverainiste donc, auteur de La dénationalisation tranquille, mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post-référendaire, c'est paru chez Boréal en 2007, ainsi qu'en collaboration avec Jacques Beauchemin, La cité identitaire, paru chez Athéna en 2007. Alors Mathieu Bock-Côté, on peut raconter qu'il vous est arrivé une mésaventure en vous promenant dans Paris cet après-midi. Vous avez posé une question sur votre chemin, on vous a répondu en anglais, ce qui était à la limite de l'insulte pour un souverainiste, c'est-à-dire un indépendantiste québécois. Je crois que tous les Québécois ont leur histoire parisienne, c'est-à-dire chacun, à un certain moment donné, est surpris de se voir présenté comme quelqu'un qui parle pas français ou encore qui parle un français absolument incompréhensible pour quelqu'un du XXe siècle. Alors ça ne m'était pas encore arrivé et ça vient de m'arriver. Tout simplement, c'est une forme d'initiation inattendue. Alors Mathieu Bock-Côté, pourquoi est-ce que vous êtes fâché avec le multiculturalisme? Puisque j'ai lu Le petit que sais-je de Patrick Savidan qui vient de sortir, qui s'intitule Le multiculturalisme, où il explique justement que le Québec a profité du multiculturalisme, puisqu'il a été concocté au Canada, ce multiculturalisme, justement pour s'accommoder de l'existence de ce groupe national québécois. Alors il y a premièrement une erreur assez nette dans le livre de Savidan, c'est-à-dire que le multiculturalisme, objectivement, au Canada, a été pensé non pas pour intégrer le Québec dans l'ordre politique canadien, mais contre le Québec. C'est-à-dire que Pierre Elliott Trudeau, qui est le premier ministre canadien qui a pensé et fondé l'État multiculturel canadien, acceptait l'idée d'un bilinguisme entre les deux groupes nationaux au Canada, mais refusait l'idée de ce qu'on appelait à l'époque le biculturalisme, c'est-à-dire un pays fondé sur ces deux peuples, ces deux nations fondatrices. Or,
Et le multiculturalisme a été pensé justement pour neutraliser les prétentions politiques, historiques, identitaires, en un sens, de la nation québécoise. Alors, lisant ce petit livre, je découvre, puis ce n'était pas la seule inexactitude, il semble que chaque fois que l'auteur se penche sur le Québec, il semble le besoin de se tromper, mais c'est correct. Je veux dire, le Québec est une petite nation, on n'a pas à la connaître très bien, mais à ce compte-là, on n'est pas obligé non plus d'en parler. Mais et à ce compte-là, la France n'est pas très grande non plus, donc non, mais disons que d'un point de vue québécois, la France est vue quand même quelque chose d'un peu plus grand. Cela dit, pourquoi suis-je fâché avec le multiculturalisme? Comme bien d'autres Québécois, probablement, bien d'autres Français, le multiculturalisme, aujourd'hui, en Occident, est ce que j'appelle un dispositif pénitentiel. C'est-à-dire une idéologie de la repentance qui s'est diffusée, non pas dans l'ensemble des sociétés occidentales, mais dans leurs couches supérieures, dans leur intelligentsia, dans les technocraties, dans les milieux médiatiques, et mais de plus en plus dans le milieu politique. Et c'est un dispositif qui pose clairement une critique radicale du modèle national, de l'idée nationale, et qui entraîne en tant que tel une dénationalisation des sociétés occidentales, qui les invite à se décentrer de leur héritage fondateur, qui les invite à se reconnaître dans une légende noire de leur propre passé, et qui les invite d'une certaine manière à sacrifier leur expérience historique pour se refonder, se reconstruire à partir du modèle de la citoyenneté multiculturelle. Alors à mon avis, ce modèle est à la fois contradictoire, et c'est le drame, avec l'idée d'une perpétuation de l'identité nationale, ce qui me semble indispensable, mais aussi avec les libertés individuelles. C'est-à-dire qu'il transforme la société à partir d'un récit de diabolisation de son expérience historique, et en fondant ensuite une forme de sociologie victimaire qui multiplie les groupes discriminés qui devraient se faire inscrire en droit avec des titres de reconnaissance pour avoir un traitement particulier de la part de l'État, ça entraîne à terme une forme de fragmentation de la société en corporatismes nombreux, donc une disparition à la fois de la nation et de l'individu ou du citoyen. Il me semble qu'un tel modèle aujourd'hui, on dit quelquefois le multiculturalisme a dérapé, il faut plutôt présenter le multiculturalisme lui-même comme un dérapage. Comme un dérapage. Alors, Esther Benbassa, est-ce que le multiculturalisme naît d'une sorte d'idéologie de la pénitence ou du constat que l'État-nation est aujourd'hui fragilisé par la réalité de la mondialisation, par aussi la réalité du fait multiculturel, du fait que les mobilités et l'immigration s'intensifient et qu'il faut donc essayer de répondre autrement que par l'idée nationale à la question du vivre ensemble? D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas ici comme défenseuse ou défenseur du multiculturalisme. Je n'aime pas les ismes et il n'y a pas à défendre ou pas. La société est multiculturelle dans le sens de la pluralité. Nous sommes dans des sociétés plurielles. C'est vrai qu'on n'est pas, on n'a rien à voir avec le Québec ou l'Amérique du Nord, qui sont des pays d'immigration, et le multiculturalisme était de fait installé. On ne pouvait pas faire autrement dans ces pays dont la richesse est l'immigration. D'ailleurs, les plus grands théoriciens du multiculturalisme, dont Charles Taylor, est un Canadien. Mais le problème n'est pas là. Je crois que aujourd'hui, la repentance, le statut de victime, monsieur, je suis tout à fait d'accord. J'ai écrit un livre qui s'appelle La souffrance comme identité, et vraiment je combats cette société victimaire. C'est pas au niveau du multiculturalisme. Aujourd'hui, vous avez un accident dans le métro, vous avez 3 psychologues qui vous demandent si vous avez été totalement traumatisé ou moyennement traumatisé, mais le problème n'est pas là. Je crois, monsieur, que vous défendez tout simplement le nationalisme. D'ailleurs, dommage que monsieur Sarkozy ne vous ait pas connu avant. Peut-être que vous auriez eu une fonction bien placée au ministère de l'identité nationale. Mais moi, mon problème, vous savez, je hais le nationalisme parce que moi-même, je suis née en tant que construction identitaire. Mon identité est multiple. Moi, je parle de multiculturalisme dans le sens de multiplicité. Nous sommes dans des sociétés qui ont évolué. Les valeurs de la République, qui étaient l'égalité, la liberté, la fraternité, ne représentent plus les mêmes valeurs. Moi qui suis une historienne des Juifs, je peux vous dire qu'au 19e siècle, pour les Juifs, liberté, égalité, fraternité, c'était des vraies valeurs, et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'intégration a été un credo au sein même de cette minorité. Aujourd'hui, le mot intégration, assimilation, par exemple, a disparu. Vous voyez bien, au 19e siècle, l'État parlait de l'assimilation
Pour les Juifs, on parlait d'assimilation. Aujourd'hui, on n'en est plus là, puisque personne n'oserait parler d'assimilation. C'est devenu un mot tabou. Et je comprends pourquoi. Quant à l'acculturation, c'est un mot qui a disparu. Regardez tous ces mots qui ont disparu. Et aujourd'hui, intégration n'a pas le sens positif qu'il avait au 19e siècle. Aujourd'hui, intégration a un sens négatif, à savoir négatif. Pour ceux... Pourtant, on parle bien d'intégration réussie ou d'intégration ratée, donc ça prouve bien que ça reste un critère. Mais intégration venait, par exemple, au 19e siècle, la grande minorité, pas en grand nombre, mais c'était une minorité très importante et une des rares sur le sol français. Intégration était un mot qui était revendiqué par les Juifs eux-mêmes. À savoir, c'est eux qui demandaient l'intégration. Aujourd'hui, intégration a un sens, ceux qui sont intégrés, ceux qui ne se sont pas intégrés, surtout qu'on parle d'intégration pour des gens qui sont nés français, qui sont de parents immigrés. Aujourd'hui, l'intégration signifie, est indétachable du mot immigration, même si ces gens sont là parfois depuis 2 ou 3 générations. Mais moi, je pense que ça n'a rien à voir. On n'est pas là en train de plaquer des modèles qui ne conviennent pas. Il faut regarder la France et se demander à quoi elle ressemble. Par exemple, cette idée de comptage ethnique sur l'appartenance, vous savez, on peut dialoguer là-dessus. Je ne suis pas d'accord entièrement sur la façon avec laquelle le comptage pourrait s'identifier, mais se faire. Mais mon problème, c'est à quoi ressemble la France. La France a besoin de savoir à quoi elle ressemble. Alors précisément, il y a un fait qu'on peut constater, c'est que nos sociétés, en tous les cas occidentales, parce que c'est pas le cas de beaucoup de sociétés du Sud, sont fragmentées sur le plan culturel, et puis il y a un système normatif derrière. Il y a la société multiculturelle, et puis il y a le multiculturalisme comme idéologie, appuyée par une technocratie, par une intelligentsia spécifique. Alors précisément, je prends un papier que vous avez bien voulu nous envoyer, Mathieu Bocoté, publié au Québec. Vous y dénoncez, dans la commission Bouchard-Taylor, une reprogrammation de la conscience nationale par la novlangue multiculturaliste, je vous cite, qui passe notamment par l'investissement du système scolaire. Mais vous allez plus loin parce que vous accusez les partisans de ce que vous appelez le parti multiculturaliste de chercher à construire un nouveau peuple. Un peuple, je vous cite encore, fait sur mesure pour l'idéologie multiculturelle, et donc ce serait le rôle de l'école d'assigner à la jeunesse une identité toute neuve qui n'aurait plus rien à voir avec l'héritage national. Je me demande en vous lisant si vos positions ne sont pas justifiées par le fait que vous êtes un Québécois, donc vous appartenez à une minorité nationale opprimée pendant longtemps par des centaines de millions d'anglophones qui vous environnent, et si la défense bec et ongle que vous faites, vous et quelques autres intellectuels, j'ai trouvé Sam Haroun, qui est absolument passionnant, qui est un universitaire québécois d'origine libanaise qui parle un peu comme vous, si cette défense farouche de l'identité nationale québécoise contre ce que Sam Haroun appelle les peuplades, c'est-à-dire les minorités nationales, ne vient pas du fait que vous êtes dans une situation effectivement assiégée, et que c'est pour ça que nous avons du mal à vous comprendre, parce qu'après tout, nous, en Europe, nous francophones européens, nous sommes plutôt confortables avec notre statut de minorité, parce que c'est une minorité assez importante. On risque pas d'être submergé, comme vous, manifestement, vous avez peur d'être submergé par les minorités d'immigration que le gouvernement d'Ottawa cherche visiblement à vous faire avaler et vous mettre sur le plan d'égalité avec. Alors, je ferai une distinction. Je dirais que je ne crois pas que les Québécois ne soient pas capables de faire comprendre, appelons ça la cause québécoise, en Europe ou ailleurs. C'est-à-dire que il suffit de se tourner vers les grandes maisons d'édition françaises pour tourner une collection d'intellectuels français, parisiens, et qui ont toute la légitimité nécessaire pour exister dans l'espace public français, qui font une critique très sévère, au nom de la tradition républicaine française cette fois, du multiculturalisme. Les formules sont nombreuses pour désigner ce phénomène. Mais on pourrait même se tourner vers un autre pays, les États-Unis. Alors, aux États-Unis, il faut bien voir comment le pays qui a formulé la première critique systématique du multiculturalisme, c'est aux États-Unis. Et là, Michael Tomasky, par exemple. Oui, évidemment, Michael Tomasky, mais on pourrait trouver d'autres formules, John Fonte, John O'Sullivan, plusieurs penseurs qui remarquent dans le multiculturalisme et même sur la question scolaire une volonté toujours, et c'est la formule qui revient en boucle, de dénationaliser l'expérience américaine. Ils ajoutent même désoccidentaliser. Alors on peut voir par exemple le débat aux États-Unis au début des années 90 sur les national standards, donc les standards de l'écriture en histoire. On assiste à ce moment-là à un débat tout à fait particulier et qui va se reproduire dans toutes les sociétés occidentales. Et c'est ce qui est fascinant. Les Québécois ont quelquefois le mauvais réflexe de se croire dépositaires d'une expérience absolument unique dans l'histoire universelle, qui brisent leurs illusions un peu là-dessus. Le cas québécois là-dessus est une reproduction du cas français, qui est une reproduction du cas américain, et ainsi de suite. Donc aux États-Unis, la querelle des national standards
on assiste à ce moment-là dans la volonté d'uniformiser l'enseignement de l'histoire pour créer des normes pour l'ensemble des jeunes Américains. On constate qu'il y a la volonté, par exemple, de ne plus parler du peuple américain, mais des peuples américains.